tous. Tania Lafort, ravie de vous accueillir pour cette visioconférence Hypnose et sommeil avec Antoine Garnier. Vous êtes assez nombreux, c'est pourquoi vous avez vu, je vous ai demandé de couper le son. Voilà Antoine, bonjour Antoine. Et donc voilà. Donc, ravi de vous accueillir sur cette visioconférence. On fait actuellement un cycle de visioconférences. C'est l'occasion de parler de l'hypnose et puis c'est l'occasion, avec cette période un peu particulière, de continuer à apprendre des choses. Et donc, je suis ravie de vous accueillir. Avant de donner la parole à Antoine pour hypnose et sommeil, certains d'entre vous connaissent la FNH, d'autres non. Donc, je vais me permettre simplement de dire quelques mots sur la FNH. Voilà. Hop là. Normalement, vous voyez maintenant mon écran. Et donc, simplement, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, merci de couper vos micros et vos caméras puisqu'on est nombreux. Et ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, Antoine donc, va parler de l'hypnose et va se présenter et parler d'hypnose et sommeil. Et puis, dans un deuxième temps, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on prendra question par question pour répondre au mieux à vos questions. Ça permettra de pouvoir avoir quelque chose d'interactif. Pour ceux qui ne connaissent pas la FNH, donc l'Association française de la nouvelle hypnose, avec Olivier Perrault, qui en est responsable depuis plus de 25 ans, qui a pris la succession de Jean Godin. Et donc, vous avez des centres à FNH à Paris, à Rennes, à Toulouse, Marseille et Annecy. Et donc, moi, je suis Tania Lafort et je gère le centre AFNH d'Annecy et aussi à Bruxelles. Donc, voilà. Et donc, voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. On reviendra sur la fin, sur les formations à FNH et par rapport aux questions que vous aurez. Voilà, je vais arrêter de partager simplement mon écran pour revenir avec vous. Eh bien, je vais proposer à Antoine, donc Antoine Garnier, qui est un des formateurs à FNH, très expérimenté, qu'on a le plaisir d'accueillir à Annecy dans notre école. Donc Antoine Garnier va nous parler de l'hypnose et du sommeil. Je pense que c'est quand même un thème, un motif de consultation qu'on a quand même assez régulièrement. Donc Antoine, eh bien, je te donne la parole et je te laisse prendre la parole maintenant. Merci Tania. Encore une fois, bonjour à tous et merci d'être là. Je suis désolé, ça résonne un petit peu, même beaucoup d'ailleurs, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale, mais j'espère que vous m'entendez bien. Euh, je suis dans la chambre de ma fille, alors je vous ai épargné les châteaux de princesse derrière quand même dans le fond. Euh, donc moi je suis praticien en hypnose depuis 15 ans et c'est vrai que la question du sommeil est une question sur laquelle j'ai pas mal travaillé et pas mal évolué aussi. Donc une des choses que d'abord je vais donner quelques généralités mais à travers des illustrations, à travers des cas, parce que c'est une problématique sur laquelle j'ai pas mal évolué aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je faisais au départ, ou des approches ou des idées que j'avais là-dessus, qui ont quand même évolué, et notamment dans le sens de découvrir ce qui est une évidence en fin de compte. Moi, il m'a fallu quand même du temps pour le découvrir, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose, les troubles du sommeil, que c'est très, 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 évidemment très, très vaste, et évidemment qu'il faut vraiment faire un travail extrêmement personnalisé. C'est une forme de symptôme, mais qui peut correspondre à beaucoup, beaucoup de choses différentes et qui peut en plus prendre plein de formes différentes. Donc, quand quelqu'un arrive avec un trouble du sommeil, ben, enfin, finalement, on ne sait pas ce que cette personne-là a et on ne sait pas ce qu'on va découvrir derrière. On ne sait absolument pas comment on va s'y prendre. Et notamment, je pensais à. Enfin, voilà, il y a plein de cas types quand même, c'est-à-dire que bien que ça soit une grande diversité, évidemment, on peut quand même évaluer des cas types. Notamment, par exemple, je pensais au cas d'une dame, d'une femme de 35 ans que j'avais reçue, qui dormait depuis quelques années. Avant, elle avait un sommeil qui était normal, elle se couchait le soir assez tard, elle se réveillait le matin. Et depuis quelques années, les choses avaient changé. Elle n'arrivait plus à. En fait, elle se couchait super tôt, elle se couchait à 19h et elle se réveillait à 3h du matin. Donc, elle faisait des nuits, elle se couchait vers 19h, parfois plus tôt, parfois plus tard. Et dans ces eaux-là, en tout cas, elle se réveillait à 3h du matin. Elle avait une nuit complète, elle s'endormait parfaitement, mais elle se réveillait extrêmement tôt. Et donc, ça l'a décalée forcément, parce qu'en plus, elle avait une vie de famille et c'était très compliqué pour elle à gérer. Euh, et donc, elle venait me voir, souhaitait se décaler, souhaitait simplement décaler les horaires. Elle a dit, j'ai pris cette habitude, je ne sais pas à quel moment je l'ai prise et pourquoi, mais je souhaiterais juste voilà, décaler ça pour
pour elle, il n'y avait pas tellement de problèmes de sommeil, c'était une sorte de décalage horaire. En plus, comme c'est quelqu'un qui voyageait pas mal, elle a mis ça sur le compte des voyages et s'est dit à un moment donné, j'ai eu du mal à me recaler probablement. Donc voilà, elle vient juste pour ça. Et donc, elle est, autant son heure de coucher pouvait varier, autant son heure de réveil, c'était vraiment 3 heures du matin. Donc bon, c'est pas vraiment inquiété de cette régularité au départ. On a essayé de partir sur une approche, sur ce qu'elle demandait. Elle demandait à se recaler. Donc, elle rentrait plutôt correctement en hypnose. Donc, on a fait, je me souviens pas, voilà, la première approche qu'on a testée ensemble, c'était de décaler 10 minutes par minute. Donc, 10 minutes par 10 minutes. On a fait une suggestion post-hypnotique, j'ai mis en hypnose, et puis on a contenu ensemble d'une suggestion post-hypnotique dans l'hypnose qui était que la nuit suivante, elle allait s'endormir 10 minutes plus tard et se réveiller 10 minutes plus tard. Et la nuit suivante, elle allait s'endormir 10 minutes plus tard encore et se réveiller 10 minutes plus tard encore. Et que la nuit d'après, elle allait encore, etc. 10 minutes par 10 minutes, jusqu'à trouver le bon rythme. Et quand elle est revenue me voir un mois après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle se couchait de plus en plus tard. Elle s'était couchée de plus en plus tard, mais elle se réveillait tous les matins à 3 heures du matin, toujours. Donc, au niveau du réveil, ça n'avait rien changé. Donc, ses nuits étaient beaucoup plus courtes, donc elle était fatiguée. Donc, l'approche directe, visiblement, n'avait pas fonctionné. Enfin, on teste des trucs. L'important, c'est qu'on voit la personne derrière, de toute façon, pour ajuster. Mais ça nous avait donné une information importante, c'est qu'il y a quelque chose avec le réveil, avec ces 3 heures du matin. La deuxième approche qu'on a utilisée, c'était déjà dans l'urgence qu'elle apprenne à se rendormir. Ok, vous vous réveillez à 3 heures du matin, mais on va vous apprendre à vous rendormir, euh, bien que vous soyez en forme. Et donc, on lui avait appris l'auto-hypnose pour qu'elle sache déjà s'apaiser, vraiment ralentir un peu le rythme de son cerveau et se faire une suggestion et s'endormir. Ça fonctionnait bien d'ailleurs, elle arrivait à 3 heures du matin à se réveiller, puis bon, elle vaquait à ses occupations quand même pendant un certain temps, puis à 3-4 heures, elle arrivait quand même à se rendormir. Donc, on avait réglé une partie du problème, puisqu'elle se couchait à une heure plus raisonnable pour profiter de sa famille. Elle se levait le matin à une heure qui était raisonnable, mais il y avait toujours ce trou dans la nuit qui, quand même, l'embêtait. Elle souhaitait vraiment faire une nuit continue, d'autant qu'en plus, ça n'était pas totalement reposé du coup. Et on a dans une troisième approche, alors c'est pas forcément la troisième séance, parce qu'il y a eu il y a eu des approches qui ont fait plusieurs séances, mais dans une troisième séance, dans une troisième approche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploré un peu plus profondément. On allait quand même voir s'il n'y avait pas quelque chose derrière, comme on dit. Et il se trouve que ce qui lui est venu, c'est un phénomène avec lequel il faut être très prudent, c'est une forme d'hypermnésie, c'est-à-dire qu'il lui est venu quelque chose. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il faut être très prudent là-dessus, mais voilà. Il lui est venu le fait que dans l'hypnose, elle s'est souvenue que son père, quand elle était petite, se levait à 3 heures du matin. Ça lui est venu comme une évidence, donc quand même, bon, on peut imaginer qu'il y a probablement un lien, parce qu'il faisait les marchés, je ne sais plus ce qu'il faisait exactement, mais enfin, il travaillait sur le marché, il se levait à 3 heures du matin. Et elle se réveillait aussi quand elle était petite. Quand il se réveillait, ça la réveillait. Et elle avait pris cette habitude d'épier un petit peu ce qu'il faisait, de rester réveillée. Enfin voilà, il y avait ce rythme qu'elle avait pris. Et chose intéressante qu'on a vue après, à l'état d'éveil, quand on en a discuté, c'est que son trouble s'est déclenché à peu près à l'âge qu'avait son père quand elle était petite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas souffert de ça pendant longtemps. Mais c'est comme si quand elle était petite, elle a emmagasiné le fait que voilà, à cet âge-là, à 3 heures du matin, on arrête de dormir et on va travailler. Et que c'était resté en latence et que ça s'était réveillé à un moment donné de sa vie qui correspond à l'âge qu'avait son père. Et donc à partir du moment où on a découvert ça, évidemment, et les approches beaucoup plus superficielles qu'on avait eues jusque-là, qui avaient donné quelque chose, mais un rafistolage, là, vraiment, on a pu avancer beaucoup plus. C'est-à-dire que rien que le fait de l'avoir compris avait quasiment réglé le souci. Elle voyait d'où ça venait, elle voyait l'absurdité de la chose aujourd'hui, elle voyait qu'elle n'était pas son père. En hypnose, elle a admis ça, qu'elle n'est pas lui, et que ce qu'elle a cru d'enfant être vrai, à 3 heures, on se réveille, était en fait, maintenant, lui apparaît comme pas vrai, et elle peut se débarrasser de cette programmation. Et ça s'est bien passé derrière. Donc dans ce cas-là, c'est une approche plutôt, on va dire, de surface qu'il a fallu que je recadre vers quelque chose de plus exploratoire, on va dire. Je ne sais pas si ça fait sens, mais voilà, au départ, j'ai essayé vraiment de rapistoler, et puis en fait, il fallait aller un peu plus loin. Et l'hypnose a permis ça. Je n'ai pas mis des idées dans la tête, c'est juste qu'en hypnose, une idée, lui, est venue. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je me suis rendu compte que parfois c'était l'inverse. J'ai cherché à aller trop loin et au contraire, c'était parfois quelque chose d'assez superficiel qui pouvait fonctionner très bien. Juste, il n'y avait pas grand-chose derrière. Il fallait simplement donner un apprentissage en quelque sorte. Donc on verra donner des exemples de ça. Mais il y a un autre cas assez typique. Par exemple, je pense à un homme que j'avais reçu qui mettait, lui, le problème c'était l'endormissement. Il mettait un temps fou à s'endormir.
dis ça parce que voilà, les troubles du sommeil, il faut déjà savoir quel est le trouble, quel est le problème. Est-ce que la personne a un problème à s'endormir? Est-ce qu'elle se réveille souvent? Est-ce qu'elle se réveille fatiguée, etc. Donc là, lui, il mettait un temps fou à s'endormir. Mais il restait, cela dit. Alors, il y a encore des gens qui n'ont pas coupé totalement leur micro, hein, je crois. S'il Vous vous pouvez plaît. appuyer sur couper le micro, Ah, deuxième ça point doit de énerver. l'écran, Bah, si, oui. Ouais. si vous pouvez. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si. Donc, il mettait un temps fou à s'endormir et il restait quand même très agité. Parce qu'elle s'excuse, mais vous ne savez pas pourquoi elle s'excuse. Pardon. Antoine, Alors, oui, Antoine, dis-moi. si tu m'entends simplement, c'est un peu saccadé ton son. Et une stagiaire me demande si tu peux te rapprocher un petit peu plus de ton micro parce on t'entend un peu de Oui, loin. vous pourriez. Et Ah, pour les pardon. autres, et notamment Peut-être c'est pour l'occasion David, de renvoyer un message, quelque chose, pour parler du sujet. voilà. Je demande à la personne qui est en train de parler. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Si c'est saccadé, c'est peut-être un problème avec la connexion. Je suis désolé, ma connexion n'est pas terrible. Donc, dites-le moi, interrompez-moi s'il y a un souci. Mais je vais essayer de me rapprocher, mais si je me rapproche trop, ça risque de poser des petits problèmes aussi. Donc, ouais, je parlais d'un homme qui mettait un temps fou à s'endormir, mais il restait en plus très agité pendant le sommeil et il se réveillait souvent en réfléchissant en fait. Et bon, évidemment, le souci qu'on a identifié chez lui, c'est que, en fait, on a mis un petit peu de temps. Hein, il a mis un petit peu de temps avant de m'avouer les choses, mais le truc, c'est qu'il n'avait absolument aucune partition, on va dire, aucune différence entre sa journée de travail et la nuit et le soir. En fait, il travaillait, il avait beaucoup de responsabilités, il travaillait, il cogitait à ça jusqu'à minuit, et puis il se couchait là-dessus. Donc là, il y avait le problème, en réalité, c'était un problème d'hygiène, tout simplement. C'était un problème de mode de vie, et évidemment qu'il se couchait avec tout ça en tête, et évidemment qu'il ressassait toutes ces choses-là, parce que son cerveau est resté dans un mode d'activation pendant la nuit qui était celui de la journée avec ces problématiques-là. Donc son sommeil, donc évidemment, il était extrêmement, il était speed, quoi. Il avait tout ce rythme du travail et il avait du mal forcément à s'endormir. Et puis derrière, même le sommeil était de mauvaise qualité. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la suggestion directe, enfin, c'est-à-dire que vraiment dans l'hypnose, j'ai proposé qu'il soit fatigué le soir. Avec son accord, bien sûr, il était d'accord pour être plus fatigué à partir d'une certaine heure. À partir de 20 heures, il commence à ressentir de la fatigue et de plus en plus de fatigue et du coup de la paresse et qui s'oriente vers des tâches qui sont faciles et reposantes pour lui. Et du coup, qu'il n'ait du mal à travailler parce qu'il n'en avait plus le courage, tout simplement. Parce qu'il avait cette capacité à garder beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il avait une grande consommation de caféine et que, bon, ça, il s'est engagé quand même à la réduire parce que sinon, on ne pouvait pas vraiment régler le problème. Donc, parfois, en plus, les gens ne vont pas identifier ça et il faut quand même régler ces questions d'hygiène aussi, tout simplement. Donc, il y avait une hygiène alimentaire avec le caféine et puis il y avait une hygiène aussi sur le mode de vie. Et l'hypnose a été utile pour créer artificiellement une fatigue qui le pousse à adopter un autre mode de vie, c'est-à-dire le soir, c'est fait pour se reposer, dans des choses plus agréables, plus calmes, avec un cerveau qui fonctionne à un rythme plus lent, on va dire, des pensées plus lourdes à venir, et du coup s'endormir agréablement. Et ça a bien fonctionné chez lui. Donc on voit que là, il y a un autre problème et une autre approche, vraiment basée sur, on va dire, sur l'hygiène, au sens vraiment sur un mode de vie. Une troisième personne à laquelle je pensais en préparant cette conférence, c'est une jeune femme qui me disait qu'elle se couchait et qu'elle dormait. Alors elle aussi, elle se couchait. Alors elle n'avait pas de problème d'endormissement. Elle se couchait parfaitement. Elle n'avait aucun problème à s'endormir. Elle dormait sans se réveiller jusqu'au bout de la nuit. Elle se réveillait le matin sans problème. Donc, nuit parfaite. Donc, quel est son problème avec le sommeil? C'est qu'elle se réveillait fatiguée et que toute la journée elle était fatiguée. Elle avait le sentiment que ce sommeil ne servait à rien. Donc ça, c'est un classique aussi. Les perturbations du sommeil ne sont pas forcément des perturbations de l'endormissement ou des réveils dans la nuit. C'est parfois simplement la qualité du sommeil. Et elle avait un conjoint depuis peu qui lui avait dit que la nuit, en fait, elle était extrêmement agitée. Donc elle a en effet eu un diagnostic qui était le syndrome des jambes sans repos. Et en effet, en journée, même par exemple devant un film, elle s'agitait énormément, etc. Et qu'elle était fatiguée. Et la nuit, elle faisait du somnambulisme léger, mais elle parlait, elle pouvait bouger, elle pouvait avoir de l'agitation en rapport avec ses rêves. Donc visiblement, elle dormait, mais son sommeil était
son corps était très agité dans le sommeil et donc elle ne se reposait pas. Donc on voit bien qu'on a un autre problème, ça n'a rien à voir. Alors, on a fait plusieurs choses avec elle. D'abord, la suggestion directe aussi, c'est-à-dire d'abord, dans l'hypnose, je lui ai dit, bah, vous allez dormir, désormais, vous allez dormir profondément, vous allez faire des bonnes nuits bien profondes, votre corps va être reposé, tout ça, tout ça. J'ai dicté comment elle devait dormir. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fonctionné les 3-4 premières nuits, je crois, et puis après, ça a arrêté. Souvent, c'est le cas avec la suggestion directe. Souvent, il y a ce problème-là. Mais c'est déjà pas mal, ça permet de montrer qu'il y a de l'espoir, ça permet de montrer que la méthode peut avoir un impact. Donc la deuxième approche qu'on a fait ensemble, c'était, je lui ai appris à dissocier son corps de son esprit. C'est-à-dire que dans l'hypnose, en utilisant de la paralysie, j'ai fait en sorte que son corps reste Quoi? et Quoi? détendu pendant tout le long. Et c'est parti. Les mails sont partis. Et t'en as deux qui sont les débutants, parce que c'est vrai qu'il y en a une qui s'est ajoutée. Donc, coupez bien votre micro. C'est possible, vous m'entendez toujours bien ou pas? Oui, non. Je ne sais pas, donc je vais continuer. Voilà, donc je parle une approche par la paralysie, etc. J'ai demandé à son corps de rester bien détendu pendant toute la séance, quoi qu'il arrive. Et au niveau des pensées, par contre, je la soumettais à des qui pouvaient être plus ou moins agitées. Elle s'imaginait faire du sport, c'était une sportive, elle s'imaginait faire différentes choses, mais son corps, lui, devait absolument ne pas réagir. Et donc, on a fait cet apprentissage. Ça a bien fonctionné aussi. Ça l'a aidé à avoir un sommeil où son corps était plus tranquille pendant qu'elle pouvait rêver de choses et d'autres. Donc, créer une plus grande dissociation entre ce qui se passe, l'activité psychologique à un niveau psychique, à un niveau au moment du sommeil, notamment dans le rêve, et le corps. Que le corps, en fait, soit complètement indifférent, qu'il n'en ait rien à faire de ce qui se passe dans les pensées, en quelque sorte. Ça a bien marché. Elle dormait mieux, mais elle a continué de venir parce que, en fait, elle s'est rendue compte que c'était peut-être juste une phase une hypersensibilité qu'elle avait en général. Et même dans la journée, elle avait cette hyperagitation du corps. Donc, en réalité, on n'avait réglé qu'une partie du truc. Bah, c'était déjà pas mal, il y avait quand même un apaisement, mais on n'avait pas travaillé sur l'essentiel, qui était finalement ce qui causait ça, c'est-à-dire cette agitation générale. Et ça, on voit souvent qu'il y a des troubles du sommeil qui ne sont en fait que une expression d'un trouble qui est là aussi dans la journée, en fait. Il est là aussi dans la journée, mais simplement dans le sommeil, évidemment, il se ressent parce qu'on ne peut pas se reposer, on n'arrive pas à dormir, on ne peut pas bien dormir. Donc là, il y a un autre cas qui est vraiment différent, en fin de compte, parce que cette femme, elle dormait, mais elle dormait mal. Il fallait apprendre à son corps comment faire pour bien dormir. Qu'est-ce que c'est que de bien dormir? Qu'est-ce que c'est que d'inhiber la motricité et d'avoir un sommeil plus profond? Donc, on est passé par une pédagogie, tout simplement, et ça a bien fonctionné. Et une autre personne à laquelle je pensais aussi, parce que c'est des cas de type, après j'aurais pu en citer 20, mais vraiment des cas de type comme ça, c'est pour montrer la diversité. C'était une femme au foyer qui est une mère qui avait 3 enfants et donc qui étaient des ados, enfin, des jeunes adultes et des ados. Il y en a un qui était encore à la maison et les 2 autres qui étaient partis. Bon, ça se passait bien, je veux dire, elle n'avait aucune raison de ne pas bien dormir, sauf que depuis qu'ils étaient petits, depuis qu'ils étaient bébés, quand ils étaient bébés, évidemment, son sommeil s'était perturbé parce qu'elle devait être très attentive au moindre bruit pour les nourrir, elle les a allaités longtemps, en plus, même la nuit. Donc, elle devait rester très, très attentive. Enfin, elle avait cette espèce de vigilance qu'ont souvent les mères avec les bébés, d'entendre quand ils pleurent, d'anticiper, etc. Donc, son sommeil était devenu plus léger quand elle est devenue mère, tout simplement. Et depuis, c'est resté. Donc là, en fait, il y a eu un apprentissage qui s'est fait à une époque. Elle a appris à dormir autrement, de façon plus légère, en maintenant une vigilance, parce qu'il y avait un besoin. Peut-être mettre moins la priorité sur la qualité de son repos, et un sommeil bien plombé et bien profond, mais plutôt la priorité sur le fait d'être réactive dans des situations qui permettent de protéger ses enfants. Donc c'est un apprentissage qu'on peut comprendre. Simplement, maintenant, la situation était loin derrière, et pourtant, elle continue de réagir comme si elle avait des bébés à nourrir, quoi. Alors là aussi, je pense à elle parce que je l'ai eu il y a longtemps, mais je me souviens que j'avais tâtonné d'une manière qui m'a permis de comprendre quand même des choses et d'évoluer. C'est que j'avais commencé en supposant qu'on allait aller vraiment vers le fond des choses, qu'il y avait quelque chose derrière, une signification, tout ça. Donc j'ai utilisé l'hypnose d'abord pour explorer un peu les profondeurs avec elle. On a utilisé des régressions, on a exploré les causes profondes, ça n'a rien donné. J'avais présupposé en fait
qu'il y avait quelque chose de très profond derrière, mais j'en sais rien, peut-être que je me suis avancé. Ensuite, la deuxième approche, c'était une négociation avec l'inconscient. Alors là, on a une communication avec l'inconscient, négocier, tout ça. S'il y avait des causes aussi, là aussi, ça donnait un échec. Et finalement, ce qui a fonctionné, c'était d'être beaucoup plus pragmatique et de considérer en effet que c'était peut-être juste un apprentissage qu'elle avait fait et il fallait qu'elle en fasse un autre. Donc, on a réglé le degré de vigilance, qui était peut-être, à cette époque-là, il était bon que ce degré de vigilance soit très élevé pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Aujourd'hui, moins. Donc, on a vraiment un truc très basique pour que sa vigilance revienne à un degré qui est hyper approprié pour aujourd'hui. Et lui réapprendre à faire abstraction aussi de l'environnement extérieur par l'auto-hypnose. C'est l'auto-hypnose qui a bien marché. Alors, des trucs tout bêtes, vraiment, le lieu imaginaire, il y a un lieu ressource dans lequel elle allait explorer des détails, etc. Un lieu qui est plutôt soporifique, enfin, un lieu où il fait qu'on s'endormir, on a envie de se blottir et de s'endormir. Et puis, voilà, elle avait cette ressource-là. Être capable de plus avoir son attention au moindre bruit extérieur, à tout ce qui se passe à l'extérieur, etc. Mais au contraire, son attention tournée vers l'intérieur. Donc, c'était vraiment une rééducation, une sorte de petite idée mentale pour réapprendre quelque chose. Donc, parfois, c'est un travail de fond. Parfois, au contraire, là, j'avais essayé de faire un travail de fond et en fait, c'était plutôt un travail mécanique qu'il fallait faire et qui fonctionnait bien. Et donc voilà, je donnais ces quelques cas pour illustrer un petit peu la diversité des approches et puis un peu pour illustrer, non pas pour résumer, mais pour illustrer un petit peu certaines parties de mon parcours avec ça. C'est qu'en effet, on tâtonne, on essaye des outils avec les personnes. C'est vraiment important dans la vie, c'est de suivre assez longtemps pour justement arriver à quelque chose d'assez complet. Et je pense qu'en effet, quelque chose d'essentiel, c'est qu'on parle des troubles du sommeil et pas du trouble du sommeil. Il y a vraiment beaucoup d'aspects différents. Et évidemment, qu'on peut procéder par un diagnostic et une catégorisation, mais à mon avis, alors moi je ne procède pas comme ça, parce que ce n'est pas mon métier, mais à mon avis, ce qui est intéressant, c'est d'écouter de quoi la personne se plaint exactement, elle, de quoi elle se plaint, qu'est-ce qu'elle voudrait, qu'est-ce qu'elle imagine aussi, ces hypothèses, parce que parfois les gens font des hypothèses qui sont justes sur eux-mêmes. Je pense que ça vient de ce moment-là, je pense que c'est ça mon problème, je pense que c'est ça mon besoin. Pas toujours le cas, mais parfois quand même il y a de bons indices. Donc vraiment un truc très très personnalisé. Après voilà, il y a des questions toutes bêtes du genre est-ce que la personne a déjà bien dormi ou non? Si elle n'a jamais bien dormi de sa vie, il y a probablement un apprentissage à faire. Si elle a déjà bien dormi, mais que depuis 2 ans elle dort moins bien ou que depuis X années elle dort moins bien, ça veut dire qu'il y a un apprentissage à retrouver. C'est déjà différent parce qu'elle a été compétente. Donc peut-être une régression même à l'époque où elle était compétente peut être très bonne. Mais il y a des gens, vraiment, ils ont finalement cet apprentissage qu'on fait quand on est petit, de faire ses nuits. Il y a des gens qui ont coupé cette étape et qui finalement n'ont pas dormi depuis petit. Donc il faut procéder à un apprentissage. Plus qu'une thérapie, c'est une pédagogie. Excuse-moi Antoine, je vais t'arrêter 2 secondes. Il y a quelqu'un qui a sur son Zoom l'étiquette homme. Cette personne n'a pas coupé son micro, ce qui fait qu'on vous entend en toile de fond. Merci de couper les micros, s'il vous plaît, sinon c'est compliqué déjà avec la connexion. Donc, je vous en remercie. Et puis, j'en profite aussi, Antoine, donc je t'essaie de continuer, peut-être pour aborder aussi, si tu peux, parfois la peur de ne pas dormir rajoute des problèmes d'endormissement. Voilà, je te laisse faire. Totalement. Alors, oui, alors en effet, quand une personne a l'habitude de ne pas dormir, ensuite il y a l'anticipation, c'est-à-dire qu'elle se met à anticiper le fait de ne pas dormir, elle a peur de ne pas dormir, ça rajoute, et en effet, si on arrive à couper ça, déjà à couper cet aspect-là, c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que la suggestion directe est intéressante, parce que même si ça ne tient pas dans le temps, si la personne fait l'expérience de au moins quelques nuits qui artificiellement sont de meilleure qualité parce que c'est un effet d'hypnose, mais enfin, il n'empêche qu'elle en est capable, ça apaise déjà ça la rassure. Elle se dit, bon, ok, j'en suis capable, mon cerveau en est capable, c'est pas une fatalité, il y a de l'espoir. Elle commence déjà à avoir moins peur, à moins appréhender. Mais après, c'est aussi pour ça que je trouve que l'hypnose est assez intéressante, parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont un peu trop conscientes, qui sont des méthodes, ou qui consistent à faire des efforts au moment d'aller au lit. Mais au moment d'aller au lit, si j'ai tout un tas de techniques à mobiliser pour m'endormir, finalement, je rajoute de la pression. Je me dis, est-ce qu'elles vont marcher? Est-ce qu'elles vont pas marcher? Quelqu'un qui s'endort facilement, c'est quelqu'un qui ne pense pas. Enfin, je veux dire, il se met au lit, pense à des choses des autres, et puis ça le prend, quoi.
Et c'est pour ça que ce que j'aime bien aussi, c'est faire en sorte, non pas forcément d'agir directement sur le moment de s'endormir, mais d'agir en amont, par exemple dans la soirée, apprendre aux gens à faire de l'auto-hypnose, pour qu'ils se fassent de l'auto-hypnose plutôt dans la soirée, quand ils rentrent du boulot, à 17h, 18h ou même à 20h, pour justement que la dernière période avant de dormir ne soit pas une période où ils ont peur, où l'anxiété monte, ça y est, c'est le compte à rebours, il y a cette peur de ne pas s'endormir, il y a cette peur de se réveiller ou autre, que finalement travailler sur la qualité de cette période avant de dormir, qui va conditionner le futur sommeil, faire en sorte qu'ils soient travailler sur leur soirée plutôt que sur leur nuit, pour qu'ils s'endorment dans de meilleures conditions, parce qu'en effet, c'est très juste, c'est vrai que cette appréhension, cette peur, elle rajoute une grosse dose du truc, d'ailleurs elle fait peut-être même la plus grosse partie du trouble dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que quand les gens sont apaisés et passent une bonne soirée, souvent, pas tous, hein, parce que ça dépend du trouble, mais souvent déjà ils dorment beaucoup, beaucoup mieux. Donc il y a cet aspect-là en effet. Oui, il y a bon, l'aspect pédagogie, je parle pourquoi est-ce que l'hypnose, donc l'hypnose est particulièrement appropriée à mon avis pour ça, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre c'est plus fort que moi. La personne, elle a beau essayer des techniques, et d'ailleurs elle culpabilise souvent parce qu'elle essaye des techniques et elles ne fonctionnent pas. Ou alors si elle prend les cachets, voilà, elle peut culpabiliser, même se dire il va falloir que j'en sorte, ou elle a peur de la dépendance. Et en général, quand une personne a essayé les choses et qu'elles ne fonctionnent pas, elle commence à se stresser dessus à un niveau conscient. Mais en réalité, son problème, il n'est pas conscient. On aura beau lui expliquer tout ce qu'on voudra, elle aura beau intellectualiser tout ce qu'elle voudra, mais n'empêche qu'elle ne dort pas, elle dort pas, c'est mécanique. Il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. Et en effet, souvent, beaucoup de méthodes, pas toutes, mais beaucoup de méthodes, rajoutent à la peur, rajoutent à la pression qu'on soumet, rajoutent à l'appréhension. Est-ce qu'elle va marcher celle-là, etc. Sauf que l'hypnose, en agissant à un niveau plus inconscient, peut être très bien couplée d'ailleurs avec une approche qui va consister à dire ne vous en occupez pas. Le soir, je ne veux pas que vous fassiez d'exercice pour essayer de vous endormir. Je veux au contraire que vous fassiez autre chose, je ne sais pas, bouquiner un truc, ne vous mettez pas derrière l'ordinateur jusqu'à 2h du mat, mais pensez à autre chose. Faites diversion au contraire, essayez de vous laisser surprendre, laissez agir ce qu'on a fait ensemble à un autre niveau, et vraiment, voilà, occupez-vous d'autre chose. Donc il y a cette façon de déléguer le travail à une autre partie de soi qui est typique de l'hypnose, qui à mon avis est très compatible, qui va très bien avec ça. En plus de ça, l'hypnose et le sommeil, il y a une grande relation paradoxale et enflammée, parce que est-ce que l'hypnose est du sommeil ou non, évidemment on sait qu'à un niveau physiologique ça n'en est pas, mais il y a quand même un cousinage certain, cette capacité qu'on peut avoir de se couper du monde extérieur, la distorsion du temps qu'on a, le rêve, donc la production d'hallucinations, d'imagination, l'orientation vers une nouvelle réalité, je quitte le monde extérieur pour aller vers autre chose. Il y a plein de points communs quand même. C'est pour ça que l'hypnose a souvent été accompagnée de la suggestion de dormir, de recréer artificiellement du sommeil. Et elle est pas mal cette suggestion. Elle semble désuète et archaïque pour beaucoup, mais en réalité, si pendant 200 ans on a fait de l'hypnose en demandant aux gens de s'endormir, c'est que ça marche bien, quoi. Et c'est vrai que c'est une bonne façon, l'hypnose permet d'apprendre aux gens à faire semblant de s'endormir, puisqu'en hypnose, c'est pas du vrai sommeil, mais il n'empêche que s'ils font ça et qu'après ils s'endorment, en fait, souvent, ce qu'Erickson disait d'ailleurs, si une personne en hypnose, si vous l'abandonnez, soit elle se réveille, soit elle s'endort de son sommeil physiologique. Donc c'est pas con, en fait, on peut procéder comme ça, lui apprendre à faire de l'auto-hypnose tout simplement, et puis poursuivre sur du sommeil, ça fonctionne très bien. Donc il y a quand même ce cousinage. C'est une sorte de sommeil suggestif. On peut créer un sommeil par la suggestion, et donc l'hypnose est très appropriée pour ça. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense l'hypnose est très appropriée pour certains aspects, mais il n'empêche que c'est pas une baguette magique et que ça doit quand même rester dans un travail, à mon avis, pluridisciplinaire, et notamment qui prend en compte des aspects qui échappent au travail du praticien en hypnose, qui sont par exemple la nutrition, l'activité physique, l'hygiène de vie, des tas de choses comme ça. C'est pour ça que je pense que finalement, dans une séance d'hypnose sur le sommeil, une étape qui est vraiment pas à ne pas louper, c'est vraiment l'étape de l'anamnèse, de l'entretien préalable, avec un questionnaire, notamment pour savoir si la personne a fait tous les examens nécessaires, si elle a eu les bons diagnostics, quelle est son hygiène de vie, si elle mange beaucoup de sucre ou de café, et pas hésiter à passer le relais aussi d'abord, à dire je souhaite que vous voyez d'abord un nutritionniste, ou d'abord un psychiatre, ou en fonction du besoin, ou vous alliez dans une clinique du sommeil, et les séances d'hypnose vont pouvoir apporter
apporter leur touche à l'intérieur d'un travail qui va quand même tenir en compte de tous les aspects de la vie de la personne. Voilà, voilà en gros là où j'en suis par rapport à cette problématique-là. Je ne sais absolument pas, moi je m'entends très bien, forcément je suis en direct, mais visiblement la connexion n'était pas très bonne, c'est ça? Est-ce que vous avez quand même pu suivre ce que j'ai raconté ou... Alors oui, effectivement, c'est un peu compliqué, globalement, on comprend, c'est pas super qualitatif au niveau du son, j'entends, hein. Désolé. On comprend quand même. Par contre, alors je vais te proposer maintenant, de répondre à certaines questions du chat, si tu es OK. Il y a Oui, Nicolas qui nous demande, d'évoquer éventuellement la ou les paralysies du sommeil. oui. Si Bah, les paralysies du sommeil, bah, c'est encore un autre trouble qui a des causes chimiques, des causes neurologiques. Donc, bon, évidemment, le problème, c'est d'apporter une solution. Avec l'hypnose, on peut quand même. Alors, comme tu parlais des somnambules tout à l'heure, du somnambulisme, les somnambules sont des très bons sujets à l'hypnose. Et en général, les gens qui souffrent de paralysie du sommeil, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a une corrélation aussi. Euh, et on atteint quand même facilement quelque chose d'intéressant avec l'hypnose. On pourrait tenter de faire une psychologisation un peu à l'emporte-pièce en se disant que c'est une forme de cauchemar et qu'il y a forcément une signification, l'inconscient qui veut dire quelque chose, etc. etc. C'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même il y a des tas de choses. Là encore, comme les troubles du sommeil, il y a plein de raisons d'avoir une paralysie du sommeil, mais il y a quand même des aspects chimiques qui sont en jeu et que la psychiatrie peut quand même moduler de façon intéressante. Cela dit, si en explorant avec l'hypnose, on se rend compte qu'en effet, il y avait bien quand même des aspects psychologiques, c'est-à-dire que finalement, ce sont quelque part un peu des démons qui créent une paralysie, comme dans les représentations classiques, c'est-à-dire qu'il y avait bien dans la personne un enjeu de conflit intérieur, etc. Bah, c'est une psychothérapie par l'hypnose, pourquoi pas une hypnothérapie qui va pouvoir permettre de voir ce symptôme disparaître petit à petit. Après, voilà, il y a des aspects psychosomatiques. C'est pas vraiment pas ma spécialité, c'est pour ça que je reste assez évasif. Il y a des aspects psychosomatiques par contre, qui sont intéressants. C'est-à-dire que même si c'est chimique, l'hypnose agit de façon très intéressante sur justement ce qui se produit à un niveau chimique dans le corps. Donc là aussi, une personne qui est spécialisée dans l'hypnose, dans un usage psychosomatique de l'hypnose, va pouvoir, pourquoi pas, utiliser l'hypnose pour demander une régulation de ce qui se passe à niveau chimique. Voilà, c'est vrai que je ne vais pas m'étaler plus là-dessus parce que bien que j'ai accompagné quelques personnes qui en avaient, ce n'est pas ma spécialité, je vais l'admets volontiers. La OK, paralysie du sommeil. merci. Alors une autre question et une personne Richard demande si, tu fais pratiquer la cohérence cardiaque en parallèle avec des exercices d'auto-hypnose? Alors, pas forcément, ça dépend, parce que j'ai souvent des gens qui viennent et qui pratiquent déjà la cohérence cardiaque. Donc, soit je leur propose de continuer de pratiquer, soit parfois je leur demande au contraire de laisser de côté un petit peu tout ce qu'ils pratiquent pour enlever un peu de pression, etc. Simplement, la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration, enfin, c'est pas que ça, mais voilà, ça fonctionne très bien, c'est simple et c'est vrai que ça permet quand même d'agir sur l'état émotionnel. Mais ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui c'est déjà efficace pour les apaiser. Mais il y a des gens qui disent voilà, je fais ça, ça, ça et ça et ça, et ça ne change rien en fait. Donc en réalité, ils se mettent une pression là-dessus, et du coup, ils culpabilisent, ils se disent mais il doit y avoir un problème je ne suis pas foutu comme les autres. Quoi. Chez les autres, c'est supposé marcher. Donc dans ce cas-là, je ne leur propose pas ça. Mais sinon, je leur propose. Moi, je pense que c'est très efficace. Moi, je le fais peu parce que j'aime bien, au contraire, que la respiration reste libre. Et plutôt que d'essayer qu'ils apaisent leur respiration, je préfère qu'ils fassent de l'auto-hypnose où ils vont être focalisés sur quelque chose d'apaisant pour eux. Et du coup, leur respiration va se calmer. Plutôt qu'ils essaient de créer le calme ou de créer la détente, je préfère qu'ils regardent un film intérieur ou qu'ils vivent une expérience qui est calmante pour eux. Et du coup, les symptômes, je veux dire, les signes du calme vont arriver naturellement parce qu'ils sont focalisés non pas sur le fait de les obtenir, qui peut être crispant, mais sur le fait, sur quelque chose qui a cet effet, sur un ancrage qui appartient déjà à leur expérience personnelle, par exemple un bon souvenir de vacances, et que leur respiration va s'apaiser parce qu'ils sont en train de penser à quelque chose où la respiration est apaisée. Et idem pour le sommeil, finalement, plutôt que de se crisper sur le fait de s'endormir,
Personne ne sait s'endormir. On sait se mettre au lit, on sait fermer les yeux et on sait attendre. Puis ensuite, voilà, ça arrive pas, on attend. Après, on peut essayer de le provoquer, on peut essayer de s'ennuyer intérieurement en comptant les moutons, mais globalement, on passe commande et on attend d'être livré. Ben c'est pareil, pourquoi pas justement attendre d'être livré en se focalisant plutôt sur quelque chose de soporifique. Par exemple, en visualisant une activité, pourquoi pas de façon hypnotique, c'est-à-dire vraiment en hypnose, en vivant une activité qui est soporifique, qui est plutôt ennuyeuse, pas désagréable, mais plutôt calmante, qui calme, quoi. Et qui aurait tendance à faire partir, divaguer un peu nos pensées. Et donc, c'est intéressant de questionner la personne. Est-ce qu'il y a des activités comme ça que vous aimez bien faire, mais globalement, quand vous les faites, vos pensées divaguent, commencez à partir, non pas qu'elles vous ennuient, mais elles ont cet espace d'apaisement un peu soporifique. Et voilà, moi je préfère finalement obtenir l'effet plutôt que de leur demander de le créer, parce que ça peut les encombrer, quelque chose d'un peu technique en fait, c'est très technique. Mais bon, ça reste simple, il y a des applications sur les téléphones qui permettent en plus de le faire, donc je suis quand même très pour. Ça me va très bien. OK. Ah, j'ai une question aussi, alors j'ai une question de mode qui me dit: «Comment faire pour couper l'ordinateur de son cerveau pour avoir un sommeil réparateur sans se souvenir de ses rêves? Jusqu'à 4 par nuit. Je me souviens des 4 au réveil, de rêves au réveil. Je suis perturbée et fatiguée. Ça dure depuis des années. J'ai jamais eu de solution pour ça». Alors c'est juste, il y a des gens qui disent: «Ah mais je comprends pas, j'ai un problème, j'arrive pas à me souvenir de mes rêves». Mais ça peut être bon signe. Souvent on se souvient de ses rêves, dans des phases de sommeil léger. Par exemple, si on a fait la grasse mat, si on a eu 5 ou 10 minutes de rap de sommeil le matin, et ben, c'est souvent cela dont on se souvient. Ou alors pendant une sieste, etc. Mais souvent quand on a un sommeil bien profond, bien plombé, de qualité, et qu'on ne prend pas de rab, finalement on revient de loin. Donc comme il y a la mémoire dépendante de l'état qui fait que comme on revient de loin, on n'emporte pas forcément ses rêves avec soi, surtout si on est réveillé d'un coup d'un seul par un réveil. Donc ça peut être signe d'un bon sommeil bien profond, parfois de ne pas trop se souvenir de ses rêves. Alors, ça ne veut pas dire que se souvenir de ses rêves est forcément mal, mais je veux dire, voilà, c'est pas forcément un problème. Euh, c'est juste que c'est quand même plus rigolo de se souvenir. Mais chez certaines personnes, elles se plaignent de ça. Elles se disent: je me souviens trop, je sens bien que mon sommeil n'était pas assez profond. Donc, il faudrait peut-être l'approfondir. Donc, d'ailleurs, j'aimerais dire, quand les gens ont ce problème-là, parfois ils trouvent eux-mêmes une solution. Et parfois, cette solution, c'est par exemple de fumer des joints le soir ou de s'alcooliser ou ou différentes méthodes comme ça. Donc, il peut y avoir une corrélation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le même trouble qui vient agiter la personne dans la nuit et l'empêcher de dormir et qui va l'amener à adopter des somnifères ou des solutions bricolées comme ça. Mais avec l'hypnose, comment faire? Ben, soit justement avec des séances d'hypnose où quelqu'un va aller explorer quel est le problème exactement et le résoudre, soit essayer l'auto-hypnose. Moi, je pense que c'est bien d'essayer déjà en auto-hypnose, voir ce qu'on arrive à faire, et puis de se faire accompagner pour tout le reste, tout ce qui ne fonctionne pas. Mais comment faire, c'est difficile, je ne peux pas y répondre parce que justement, comme je le disais, ben, c'est pas forcément mécanique, enfin, c'est pas forcément pour toutes les personnes qui ont ça la même solution en réalité. Euh, mais en tout cas, oui, alors si quand même, il y a un truc, il faut veiller peut-être. Alors je pense que déjà la première chose que les gens peuvent faire, c'est l'hygiène, c'est-à-dire vérifier s'ils ne mangent pas trop de sucre, s'ils ne boivent pas trop de café, s'ils ont une bonne activité physique, s'ils se sont bien fatigués dans la journée, et pas forcément rester trop statique le soir. Parce qu'en effet, quand on est immobile, j'ai des gens qui cogitent beaucoup, l'immobilité les aide à cogiter. Tandis que s'ils font une activité plus physique, il y a des gens qui aiment bien faire du jardinage parce qu'ils disent je pense à rien quand je jardine. En effet, une marche, un jardinage, quoi que ce soit, on va beaucoup plus, on va arriver à éteindre un peu cet ordinateur de la pensée, comme je le disais, peut-être en passant par le corps. Donc, vraiment, à ce moment-là, le soir, c'est le moment du corps, c'est le moment de privilégier le corps. Pourquoi pas faire du yoga, pourquoi pas faire des choses comme ça. Des activités qui impliquent les mains, qui impliquent les sens, qui impliquent le corps plus que l'intellect. Et ça peut être une piste, par exemple. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, après, il faudrait plutôt explorer le cas particulier, on va dire. OK. Alors, Sylviane me dit: «Si j'ai bien compris, le sommeil n'est pas assez profond. Cela explique qu'on se rappelle de ses rêves». Bon, ça dépend, mais globalement, on se souvient de pas grand-chose et de son Ouais. sommeil.
de toute façon. Donc, même quand on dit je me souviens de tous mes rêves, non, on se souvient peut-être d'une partie de ses rêves ou des parties. Ça peut même être impressionnant. On a l'impression de se souvenir de beaucoup de ses rêves, mais ça peut constituer une toute petite partie qui s'est passée à la fin, en fait. C'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui se souviennent vraiment ont le sentiment de ne pas avoir dormi de la nuit, par exemple, alors qu'en réalité, elles seraient restées 8 heures dans une pièce à rien faire, elles n'auraient pas du tout le même sentiment. Donc il y a parfois même des illusions d'insomnie, alors qu'en réalité, la personne dort, mais dans un état si léger qu'elle n'a même pas le sentiment de dormir. Mais de toute façon, si elle ne dormait pas, ça lui poserait des problèmes de santé beaucoup plus graves. Et le fait de se souvenir de ses rêves, ça peut être lié au fait que ça peut être en effet lié au fait que le sommeil n'est pas assez profond, mais ça peut être lié au fait qu'il est profond, mais moins le matin. On se laisse réveiller par la lumière du jour et qu'on n'a pas forcément un réveil qui nous réveille en pleine nuit comme un fou. Donc en ce cas-là, ça veut dire qu'on remonte de façon douce et du coup on embarque les derniers rêves avec soi. Ou si on rajoute du rab et puis qu'on se réveille et qu'on se recouche un quart d'heure, ce dernier quart d'heure, il peut amener beaucoup de rêves. Donc c'est pas forcément, c'est pas un signe qu'il y a un problème. Par contre, si la personne dit voilà, toute la nuit je fais des rêves ou des cauchemars ou des paralysies, etc., il y a peut-être un dysfonctionnement, et pas que psychologique, peut-être aussi, peut-être aussi neurologique. Donc il faut aussi faire tous les examens médicaux nécessaires. Et puis après, il y a des perturbations aussi cycliques, hein, en fonction du stress, en fonction des événements, en fonction de l'âge de la vie, en fonction de plein de cycles, de fluctuations hormonales aussi, en fonction d'un changement d'alimentation, en fonction de plein de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte pour voir quel est le problème exactement. Ok. Alors, j'ai une question aussi de Mylène qui me dit le sommeil suggéré par l'hypnose et ce que vous dites n'est pas un sommeil réparateur, si j'ai bien compris. Moi, je n'ai pas entendu ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question d'ailleurs. Alors, c'est pas grave parce que de toute façon, non, mais le sommeil suggéré par l'hypnose, c'est-à-dire si une personne dort bien parce qu'on lui a dit vous dormirez bien, si, ça peut être très réparateur, au contraire. Juste, ça ne va pas forcément s'inscrire dans la durée. Parce que ça peut, mais c'est pas forcément. Parce qu'elle emprunte un sommeil qui n'est pas le sien. Le problème n'est pas réglé. Elle obéit à un ordre, mais elle peut dire ça a super bien marché, mais ensuite mon problème est revenu. Ce qui l'empêchait de dormir a été mis sous silence pendant quelques nuits. C'est déjà pas mal, c'est pas mal de se refaire. Parfois, ça permet de prendre du poil de la bête. Mais il n'empêche que ce qui l'empêchait de dormir jusque-là, comme si on n'a pas travaillé dessus, ça va probablement revenir. Donc, ça peut être très intéressant s'il y a une urgence, justement, parce que la personne, quand même, se repose. Puis, en plus, s'il y a tant qu'elle n'est pas reposée, on peut difficilement travailler avec, parfois. Donc, il faut bien artificiellement, quand même, de faire en sorte qu'elle ait du repos, parce qu'on travaille quand même sur de meilleures bases derrière. Mais si ça peut être reposant, l'hypnose peut être reposante aussi, d'ailleurs. Ça peut être plus reposante qu'un sommeil, parfois. Si on suggère, ça peut être vraiment très, très reposant. Donc, en soi, si, ça peut être reposant. C'est pas forcément incompatible. Ok. Parfait. Alors, j'ai encore une question. Pensez-vous que la ménopause peut induire un sommeil de mauvaise qualité, sachant que la femme est confrontée à un dérèglement hormonal? C'est pas que je le pense, c'est que c'est un cas, c'est un fait. Il y a une grande diversité de façons de vivre la ménopause, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un sujet que je trouve très tabou dans cette société. C'est-à-dire qu'on en parle étrangement très peu par rapport à l'ampleur de la réalité. C'est-à-dire qu'on est très peu informé là-dessus. Les femmes sont très peu informées là-dessus. Certaines oui, mais globalement trop peu. Ce qui fait qu'on se laisse parfois surprendre. Enfin, les femmes se laissent parfois surprendre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu forcément dans leur entourage, dans leur enfance ou autre, les informations qui correspondaient à cette période-là, ce qui fait qu'elles n'anticipent pas toujours et elles arrivent à essayer de régler les choses après, que ce soit les changements de métabolisme, l'alimentation, etc. Et il y en a qui, oui, forcément, avec la même alimentation, le résultat n'est pas le même. Donc, si on a été au courant avant et qu'on a pu prendre des précautions, se faire accompagner comme il fallait, prendre des substituts, etc., voilà, faire ce qu'il fallait, ça se gère très bien même. Mais d'autres le gèrent moins bien. Et puis en plus, c'est très variable. Il y a des gens qui le vivent très mal, il y a des gens chez qui ça passe bien. Et au niveau du sommeil, c'est pareil. Il y a des gens chez qui il n'y a pas de problème de sommeil. Au contraire, d'ailleurs, il peut y avoir des améliorations du sommeil après, pas pendant la période de l'installation de la ménopause. C'est rarement la meilleure période, mais après. Mais c'est vrai qu'il y en a chez qui il y a pas mal de choses qui se détraquent. Donc oui, moi je suis très très favorable au fait que je pense que c'est un bon moment pour utiliser l'hypnose comme un accompagnement dans cette période de vie. Il y a des changements, il y a des modifications, et un suivi avec un hypnothérapeute est très intéressant pour pas être seul face à ça, pour pouvoir réguler ce qu'il faut,
il y a des périodes de vie comme ça où c'est pas mal d'être épaulé, et notamment la ménopause, pour pouvoir vraiment prendre ses marques dans ce nouveau fonctionnement, ce nouveau métabolisme, ces nouveaux mécanismes hormonaux, etc. Donc après, c'est un fait qu'il y a des personnes qui ont un sommeil perturbé après derrière. Puis bon, de toute façon, là, il y a plein de thématiques. Le sommeil change énormément avec l'âge et avec les périodes de la vie. Absolument. Une question de Sylviane, est-ce qu'il y a des études, est-ce que tu as connaissance, toi, d'études réalisées sur l'efficacité de l'hypnose dans le sommeil? Alors, je sais qu'il y en a, mais je ne pourrais pas les citer comme ça de tête, parce que j'en vois passer pas mal des études, et puis en plus, elles sont souvent un peu contradictoires les unes avec les autres. Il faut se tenir très au courant, c'est pas évident. Ouais. Mais il y a énormément d'études sur l'hypnose de toute façon, et sur l'efficacité sur pas mal de problématiques, et notamment le sommeil. Donc, il faut chercher ça sur Internet, sur PubMed, sur des choses comme ça. Mais alors là, je pourrais pas. C'est un aspect. Je suis plus praticien que chercheur, donc c'est l'aspect pratique Pratique, ouais. dont je peux parler plus que ça. Mais je m'y intéresse, je regarde et j'en vois passer régulièrement. Donc, s'il y a des gens qui ont cette information, on pourra éventuellement la collecter et la transmettre. On me demande aussi comment aborder la problématique des cauchemars. Est-ce que ce sera différent aussi avec les enfants et avec les adultes? Parce que le cauchemar, effectivement, ça peut faire partie des problèmes des troubles du sommeil quelque part, enfin si on le lit. Alors, je ne sais pas si c'est de nature différente, mais avec les enfants, c'est sûr que les perturbations du sommeil, le somnambulisme, les cauchemars, les terreurs nocturnes, la peur de l'abandon en pleine nuit, tout ça, voilà. Il ne faut pas trop m'en parler en ce moment, c'est un sujet sensible, mais voilà, chez les enfants, les nuits ne sont pas toujours faciles. Mais donc, chez les adultes, en général, c'est vrai que la plupart du temps, ça s'apaise quand même. Mais bon, les cauchemars, ils peuvent être liés à des tas de fonctionnements de problèmes mécaniques, la fatigue, le stress, l'alimentation. L'alimentation peut vraiment avoir une grosse influence là-dessus. Et notamment, alors, faut pas que moi, je relais sur les nutritionnistes pour ça. Je crois qu'une alimentation riche en féculents, etc., peut vraiment poser des soucis. Il y a des problèmes de glycémie, etc. Sur les cauchemars, mais il n'empêche qu'à un niveau, ce qui est intéressant, s'il y a un niveau plus psychologique, et quand même souvent le cas, il faut le dire, il y a des méthodes intéressantes comme la traduction de rêve, faire traduire le cauchemar dans un autre rêve, puis dans un autre rêve, puis dans un autre rêve, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une compréhension de ce qu'il signifie. Ça, c'est une méthode qui a été proposée par Erickson. Voilà, faire rejouer, mais à chaque fois avec une variable, jusqu'à ce qu'on ait une traduction, c'est-à-dire vraiment un rêve qui soit beaucoup plus acceptable, et beaucoup plus clair et compréhensible. Plutôt qu'il cherche à me faire passer un message ou autre via quelque chose d'incompréhensible et d'angoissant, finalement qu'on arrive à quelque chose de plus clair. Donc il y a des méthodes comme ça qui permettent de travailler avec l'hypnose. Sur ce décryptage-là, s'il y en a un à faire, s'il y a ce genre de paramètres en jeu, ce qui est quand même ce qui arrive, quoi. Je veux dire, tout n'est pas non plus purement physiologique, il y a aussi des fantômes du passé qui viennent nous hanter dans la nuit. Par exemple, c'est un des symptômes du psychotrauma, du stress post-traumatique, les cauchemars, donc comme des flashs. Donc en effet, dans la prise en charge, des personnes compétentes pour la prise en charge de psychotrauma, en général, agissent à ces niveaux-là aussi, quoi. Donc, travailler sur le cauchemar. Allô? J'ai plus. Alors, je peux continuer là-dessus. Je ne sais pas si. Est-ce que Tania, tu m'entends ou pas? Ou est-ce que c'est moi qui ai perdu tout le monde? Non, voilà, donc tu m'entendais pas parce qu'en fait, j'avais coupé mon micro, tout bêtement. Donc, excuse-moi. Donc, voilà, j'ai une personne qui me demande éventuellement si les micro-siestes ou les siestes influencent la qualité du sommeil. Puis je pense qu'on s'arrêtera sur une dernière question puisque, voilà, pour aujourd'hui. Alors là-dessus, c'est vrai que le sommeil, et même sur la qualité du sommeil, les travaux changent tout le temps, les spécialistes évoluent beaucoup dans la vraie vie, il faut se tenir au courant. Par exemple, aujourd'hui, je crois que la vie est quand même plutôt sur le sommeil, on juge que c'est plutôt est-ce que la personne est reposée le lendemain qui compte, même si elle se réveille, même si elle ne se réveille pas, il n'y a plus forcément la norme du sommeil continu ou des choses comme ça. Et sur la sieste, par exemple, je crois que la sieste est conseillée de plus en plus, et que, moi ça me va très bien, hein. Franchement, je pense que on va l'instituer de façon même obligatoire. Mais en tout cas, il y a des choses
Donc ça, il faut le voir là-dessus, mais les micro-siestes, en tout cas la sieste, on parle même du micro-sieste, permet d'être plus reposé. Et il y a un phénomène qui se passe avec les adultes comme avec les enfants, c'est qu'en fait, on s'endort mieux quand on est reposé. Quand on est fatigué, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors une bonne fatigue physique, on se fait dépenser toute la journée, on dort bien, on arrive à ronfler bien. Mais il y a certaines fatigues qui ne sont pas productives et qui empêchent de s'endormir. On voit bien, par exemple, un enfant qui est très fatigué, c'est rare que ça le calme. Quand il est fatigué, il est agité, il est plus émotif, il pleure plus facilement, ou il rit plus facilement, il s'excite, il est très agité physiquement, il bouge, etc. Et parfois, au moment de s'endormir, c'est pas évident. Alors que finalement, s'il a fait une grande sieste, on pourrait dire, du coup, il va être tellement reposé qu'il va moins bien dormir. Pas nécessairement. Et comme il sera bien reposé, il sera plus calme, il va arriver à canaliser ses émotions beaucoup plus facilement, peut-être se concentrer sur des tâches, mieux se concentrer, donc sur une lecture, sur un récit, et donc être dans une meilleure disposition pour s'endormir. Et c'est pareil chez les adultes. Tout ce qui favorise le repos dans la journée va favoriser, à mon avis, la qualité du sommeil. C'est pareil pour l'hypnose d'ailleurs. On pense qu'on rentre mieux en hypnose si on est fatigué. Parfois, on se dit, tiens, je suis fatigué, ça va m'aider. C'est faux. Une personne qui est bien en forme va mieux développer de l'hypnose. Il faut de l'énergie pour développer de l'hypnose finalement. Donc pratiquer l'auto-hypnose ou les micro-siestes et des choses comme ça, ça permet finalement de ne pas attendre que le soir, pas attendre que la nuit pour recharger les batteries, mais de gérer son repos sur toute la journée et finalement de mieux dormir. Donc à mon avis, ça je le conseille aussi. Ok. Alors la toute dernière question, est-ce que tu utilises une méthode particulière d'auto-hypnose qui serait plus dédiée aux troubles du sommeil? Une méthode particulière d'auto-hypnose qui serait plus dédiée aux troubles du sommeil. Alors, quand même, je pense qu'une méthode qui fonctionne bien, c'est quand même… déjà, il faut qu'elle soit simple. Mais je pense que les méthodes toutes bêtes qui consistent à passer par le rêve hypnotique, c'est-à-dire par le lieu imaginaire, par exemple, balader dans un lieu vraiment sur l'imaginaire, l'évasion, le fait de s'évader vraiment dans une expérience imaginaire, parce que ça fonctionne très très bien quand même. Ça reste classique et ça reprend finalement ce que tout le monde fait un peu quand on se couche et qu'on on ferme les yeux, puis on pense à différentes choses, et puis on va se balader intérieurement, et puis finalement le fil des pensées évolue, et puis voilà, on se laisse embarquer, quoi. Ben, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre de là, dans cet exercice-là d'auto-hypnose qui, à mon avis, est très approprié. Apprendre à quitter l'ici et maintenant, à quitter le monde extérieur pour aller se balader dans un monde intérieur parallèle, donc le lieu imaginaire. Ou par exemple, se retourner dans un souvenir, ce qui est une variante de la même chose, quoi. Se plonger dans une expérience imaginaire. C'est simple, c'est classique, et à mon avis, ça va très bien avec les troubles du sommeil. Moi, j'utilise beaucoup le body scan, le fait de se concentrer sur des parties du corps. Et en général, je trouve que ça aide bien aussi. C'est que la pensée n'est pas ailleurs, quoi. Oui, tout à fait. Ça aussi, je le fais pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien aussi, parce que se concentrer sur différentes parties du corps, en cherchant à les détendre les unes après les autres, etc., ou autre, éventuellement visualiser, même pourquoi pas une couleur, une substance, etc., qui vient les apaiser. Parce qu'en plus, il y a un côté un peu rébarbatif, un petit peu lancinant, comme ça, qui fait qu'au bout d'un moment, on divague et puis on s'endort, quoi. On s'ennuie tellement qu'au bout d'un moment, on préfère dormir. Exactement. Tout ce qui est un peu répétitif. En fait, c'est les variantes de compter les moutons, quoi. Tout ce qui est un peu répétitif, un petit peu rébarbatif, voilà, c'est un peu mécanique comme ça, voilà, on finit par s'endormir. Ok. Alors, la dernière des dernières questions. Allez, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les personnes hyperactives et les troubles du sommeil? Oui, souvent cette hyperactivité, elle se retrouve au niveau de l'endormissement, au niveau du sommeil, ça c'est classique, oui. Alors, il faut voir pourquoi elle est hyperactive encore, hein. Encore une fois, c'est pas forcément, il peut y avoir plein de raisons pour ça, mais en effet, arriver à canaliser, d'ailleurs, c'est peut-être même en travaillant sur finalement son hyperactivité dans la journée que son sommeil va être amélioré. Mais après, elle peut être hyperactive aussi parce qu'à cause d'une sorte de fatigue et une sorte de stress un peu permanent. Donc, si on améliore le sommeil, la personne peut être mieux reposée, donc plus calme, non pas plus molle, mais plus calme, c'est-à-dire qu'elle canalise mieux ses émotions. Donc, elle peut être très dynamique et avoir plein de projets, et ça, c'est pas le problème, mais non pas du fait qu'elle est hyperactive, du fait qu'elle est dynamique, quoi. Mais avec un plus grand calme intérieur. Donc, parfois, on peut agir frontalement sur le sommeil, c'est déjà pas mal. Mais oui, il y a un parallèle
parallèle, évidemment, ça va souvent de pair. Mais pas toujours, hein. On peut être vraiment surpris. On peut vraiment avoir des gens, c'est un peu comme avec l'hypnose, on peut avoir des gens qui sont extrêmement qui sont tellement réactifs au niveau du corps, qui bougent énormément, qui parlent beaucoup, etc. On se dit, oh là là, mais comment je vais arriver à canaliser cette personne dans l'hypnose? Et en fait, elles rentrent comme une fleur, ces personnes-là, parce que souvent, elles ont une grande sensibilité, une grande connexion au corps, donc elles rentrent tout vachement bien. Elles sont hyper sensibles finalement à la suggestion aussi. Et donc, c'est pareil. Parfois, vous pouvez avoir des gens qui ont cette sorte d'hyperactivité, cette sorte de pédillance hyperactive, etc., mais qui savent aussi très bien voilà, lire 3 pages d'un livre dans leur lit et s'endormir comme une masse derrière. Donc c'est souvent corrélé, mais pas toujours. Pas toujours. Ok. Bah, écoute, un grand merci à toi. Il y a Nicolas qui nous a mis dans le chat, merci Nicolas, des références d'une étude sur le sommeil et l'hypnose. Donc, je vous laisserai regarder pour ceux qui le souhaitent. Et puis, ben, ça fait déjà un petit moment. Donc, un grand merci Antoine. Tu viens donc sur Annecy en juillet Oui. pour nous parler d'hypnose et sommeil. Et donc, on va essayer de maintenir donc pour tout le monde. Alors, je vais repartager mon écran. Hop, pour tout le monde. Donc, vu les circonstances actuelles, donc là, normalement, la formation hypnose et sommeil sera maintenue en juillet, mais en nombre restreint. Et je pense qu'on est presque complet déjà. Voilà. Et puis sinon, bah, tu nous rejoins aussi sur des formations du type décryptage de séance, où là, on va décrypter toutes des techniques, c'est-à-dire que tu animes finalement, tu vois une personne en direct et ensuite on décrypte la façon de faire, pourquoi, comment. Et je trouve que d'un point de vue pédagogique, ça c'est très très riche. En termes pédagogiques, c'est vraiment d'une richesse vraiment importante. Donc voilà, donc on te retrouve bientôt avec grand plaisir. J'ai vu qu'Olivier était dans le coin aussi, donc merci de ta présence Olivier. Et puis, ben voilà, donc on va essayer de remettre cette intervention en replay, sachant que c'est vrai que c'est pas évident parce que le son était pas très très bon, mais on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux et c'est déjà pas mal. Voilà. Ben, Antoine, désolé pour le son, hein, vraiment désolé. bah ouais, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas simple tout le temps en fonction des connexions. Puis en plus, en ce moment, je dirais tout le monde est très très sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout, et donc tout est un petit peu surbooké. Donc il y a tout plein de merci dans le chat pour toi. Donc puis moi je te remercie tout particulièrement, puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Tania, à bientôt. Merci Antoine, à très bientôt, bye bye.